Bonjour, bienvenue au Musée royal des Beaux-Arts de Belgique. Je suis Michel Draguet, son directeur général. Je suis heureux de vous accueillir dans ce musée fermé pour faire avec vous, entre amis, la visite et rendre visite à Pierre Bruegel l'Ancien. Alors, bienvenue dans la salle Bruegel. Les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ont la deuxième collection au monde d'œuvres de Bruegel. Alors, on va passer ici, je dirais sans mesure, aux œuvres de Bruegel l'Ancien, aux œuvres qui ont été réalisées par ses fils par la suite, comme vous les avez par exemple ici, qu'il s'agisse de Peter Bruegel II, que nous avons ici, trois œuvres, qui sont en fait des reprises des œuvres du père. Celle-ci, par exemple, est une œuvre très intéressante dont l'original de Pierre Bruegel l'Ancien appartient à la reine d'Angleterre. Alors déjà un mot là-dessus, c'est le reflet de l'immense succès que va connaître Bruegel. Pourtant, Bruegel n'a pas vécu très vieux. Il est né en 1527-28 et il est mort en 1569. C'est une œuvre très courte, c'est une œuvre qui se déroule à Anvers pour une première partie et en 1565 il vient à Bruxelles. C'est une œuvre qui est donc focalisée dans le temps, mais qui va générer un imaginaire qui va être repris. Alors il va y avoir des plagiaires, il va y avoir de la contrefaçon, des faux Bruegel comme on pourrait les qualifier à l'époque, et des Bruegel réalisés par l'entreprise Bruegel, la dynastie Bruegel. On sait que les fils sont installés, grosso modo, se trouve le Manneken-Pis, aujourd'hui pas loin de la Grand Place, et ils vont continuer à produire ces représentations que le père a réalisées. Et dans ces représentations, ce qui est véritablement intéressant, c'est de constater l'unification de l'espace. On est désormais devant un espace, alors ça a l'air peut-être idiot, mais la peinture flamande ne fonctionnait pas comme ça avant, dont vous pourriez retirer tous les personnages et vous auriez un paysage qui est un paysage tout à fait conséquent, unitaire, qui est un témoignage sur la vie de l'époque. On le verra dans un instant avec le paysage d'hiver. Et dans cet espace, Bruegel va reprendre le texte biblique et il va se mettre à raconter ici l'épisode du dénombrement de Bethléem, où toutes les familles viennent à l'office s'inscrire. On voit d'ailleurs Joseph et la Vierge Marie qui rentrent dans le village. C'est ce qu'on pourrait appeler l'action telle qu'elle est concentrée dans un texte. Et puis autour de ça, il va y avoir des images secondaires qui ont beaucoup moins d'importance, mais qui sont des témoignages de la vie populaire telle qu'elle existe. Alors c'est un aspect important pour Bruegel, parce qu'à côté d'un épisode qui, à travers la Bible, veut montrer que l'homme est un détail dans l'univers, il va constituer un lieu idéal de ce détail. C'est-à-dire, ce lieu idéal, c'est le village. Et vous voyez que le village constitue une sorte d'englobant à l'intérieur duquel les individus et les épisodes de l'action vont être représentés. Et ces éléments-là sont constitutifs de l'image de Bruegel. Alors voilà, c'est un peu l'effet de surprise. J'ai abordé le thème du dénombrement de Bethléem en prenant l'œuvre du Fils, qui date de 1610. Le musée a l'original. Voilà l'œuvre de Bruegel l'Ancien, qui date de 1566. On est presque un demi-siècle plus tôt. C'est l'œuvre de Bruegel, et il vaut toujours mieux d'abord voir le Fils avant de voir le Père, parce que le Père a cette dimension de génialité que le Fils, d'une certaine manière, perd dans la reproduction de l'image. C'est un peu comme la photographie du tableau. Si on regarde les deux tableaux, on est confronté exactement au même thème. Les maisons sont disposées de la même manière, les personnages sont représentés de la même manière, les groupes sont exactement les mêmes. On joue aussi à la toupie sur la glace comme on joue à la toupie sur la glace. Autrement dit, le Fils reproduit la peinture du Père. Mais dans la peinture du Père, il y a un éclat de génie. Et c'est très personnel, mais cet éclat de génie, je le vois notamment là. Je le vois dans cet arbre, il est porteur de toute une tradition dans nos régions. Quand on va regarder un arbre de Sadeler ou de Van de Woestijn, on va retrouver l'arbre de Bruegel. Et on va retrouver cette sorte de simplicité incroyable qui est ce soleil, qui est simplement une tache orange que le Fils a éliminé parce que probablement c'est des éléments très personnels du Père. Le traitement de l'arbre est fondamentalement différent. Cet arbre-ci, c'est vraiment le travail du peintre. Et quand vous vous rapprochez, que vous le regardez en détail, vous sentez là une force, une puissance d'expression que l'on retrouve ensuite
partout dans le tableau. Vous voyez jusqu'où va la finesse du détail de cet enfant qui a été observé par Bruegel. La manière dont la neige est venue se poser sur les branches, la façon dont les volumes sont représentés. Alors ces volumes, ils sont extrêmement importants et ils sont extrêmement intéressants. Ces corps ne sont pas des corps italiens, héroïques, musclés, comme les corps que peint Michel-Ange. Ce sont des corps comme des blocs. Alors c'est un aspect intéressant. Une grande partie de l'innovation de la peinture flamande au XVe siècle est sortie de la sculpture gothique, dans le drapé notamment. Ici, on n'est plus du tout dans cet exercice de drapé. On a des draps qui sont posés sur des volumes pleins. Et quand on regarde ces corps tels qu'ils sont posés, de nouveau avec ce sens, quand on se recule de l'immensité, de l'unité de l'espace, et quand on se rapproche de cette puissance du détail, il leur donne, on va utiliser un mot, la monumentalité. Alors, le thème de la chute, qui part de l'existence humaine ici sous son jour collectif, qui ensuite, avec la parabole des aveugles, exprime l'individualité, eh bien Bruegel l'a traité dans un tableau qui est un tableau très étrange. Ce tableau qui date de 1562, qui est la chute des anges rebelles, est un tableau vis-à-vis duquel le visiteur peut avoir beaucoup de difficultés à se positionner. Bon, évidemment, la représentation telle qu'on la voit est assez simple. Vous avez Saint-Michel au milieu. On sait que Saint-Michel terrasse la bête. Et vous voyez, Bruegel travaille avec des pièges. Et vous vous dites que c'est probablement, et c'est là que joue aussi l'humour, cette petite bestiole à cornes, mais qui semble quand même bien petite pour être un monstre, et un monstre aussi important que le dragon. Puis on se rend compte en regardant que pas du tout, le corps du dragon est là, on repère une patte, on voit sa queue qui remonte là, et si on cherche en bas, on va voir que le dragon a une tête. Alors on peut la voir de deux manières, on peut la voir comme la tête couronnée, ou bien on peut la voir comme la tête qui se trouve à côté. Bref, le dragon apparaît dans différents éléments de la composition. En même temps, ce thème est un thème qui est un thème extraordinairement complexe tel que Bruegel va le traiter. Parce qu'il est à la fois la Genèse et l'Apocalypse en même temps. Le point de départ, c'est la chute des anges qui se sont rebellés avec Lucifer, et Lucifer n'existe que dans un petit détail en haut à gauche, et ces anges tombent vers les enfers, où en même temps Saint-Michel intervient, et c'est la scène de l'Apocalypse finale. On est à la fois au début et à la fin, et les deux mouvements sont ramenés ensemble. Alors devant un tableau aussi complexe, vis-à-vis duquel le visiteur a beaucoup de mal de ne pas se perdre dans les détails, et puis de ramener un sens à chacun de ces détails, on a livré au musée une expérience singulière qui a été de confier une étude pendant 2 ans à une scientifique de renom international, Tine Meegang, qui a étudié le tableau sous toutes ses coutures, sous tous ses détails, en essayant d'expliquer chaque élément que l'on retrouve ici. En proposant, par exemple, que ce personnage avec ce chapeau rouge, eh bien c'est le chapeau de Van Eyck, de l'autoportrait de Van Eyck qui se trouve à Londres, que l'on aurait pu dérouler, mais que ces plumes viennent d'une parure de l'Orénoque, qu'il y a des poissons qui appartiennent au Nouveau Monde, comme des coiffes, bref, de déchiffrer tous les éléments. Eh bien, on a construit une expérience immersive du tableau pour expliquer aux visiteurs ce qu'ils voyaient. Ici, il y a une sorte de retour à un imaginaire débridé très proche de celui de Jérôme Bosch que Bruegel a étudié avec attention. En réalité, ce que Bruegel veut faire, c'est refuser l'impact de la culture italienne dans la peinture flamande en revenant à une formulation qui est marquée par une forme d'archaïsme. Et on le voit notamment dans la représentation des anges célestes. C'est un tableau qui est fourmi de détails, mais aussi de sonorités, avec ces trompettes. Et ces anges sont des citations directes de toute une tradition, notamment de la manière dont les drapés vont pouvoir venir s'écraser dans la composition. Puis il y a 2 parties à cette composition. Il y a une partie supérieure qui évoque le monde céleste, d'où les anges rebelles sont chassés. Ils sont précipités dans les enfers, et en descendant dans les enfers, ils opèrent une mutation. Et c'est cette mutation qui est essentielle dans l'œuvre. Cette mutation qui est fantastique, cette mutation qui est pleine de trouvailles géniales, comme tous les détails que vous pouvez regarder, qui est parfois extrêmement triviale, puisque Bruegel va même pouvoir représenter une créature infernale dont on voit très clairement qu'il y a un vent qui s'échappe de son anus, des instruments de musique de l'époque, des armes, des objets, toute une série de choses qui sont tirées du réel, et on voit là ce raccord à la représentation des choses telles qu'on les voit, presque à la peinture de Jean.
Que sont ces éléments? Eh bien, c'est en grande partie ce que Bruegel voit à Anvers descendre des bateaux qui reviennent du Nouveau Monde avec des objets de découverte. Grâce à l'étude de Tine Megang, je vois cette partie basse comme une sorte de cabinet de curiosité qui est devenu fou. Vous voyez les cabinets de curiosité tels qu'on les pratique à l'époque, qui est une manière d'accumuler le savoir d'une époque en disposant les objets les uns à côté des autres dans un rapport qui est un rapport de connaissance. Ici, la connaissance devient folie. Et ce qui s'exprime dans cette folie, c'est la monstruosité du monde. Et cette monstruosité du monde, Bruegel l'éprouve à la découverte du Nouveau Monde. C'est probablement une de ses limites intellectuelles, même si c'est un homme proche des humanistes, proche de la pensée d'Erasme. Dans le Nouveau Monde, il y voit aussi une sauvagerie, une barbarie, une sorte de violence originelle à laquelle nous ne pouvons échapper qu'en nous civilisant, c'est-à-dire en adoptant la religion, en adoptant le discours chrétien. Et si on compare Bruegel au discours d'un de ses contemporains, comme Montaigne, son discours sur les cannibales, il n'y a pas du tout l'idée de tolérance que Montaigne va vouloir appliquer en pressentant que ce nouveau monde, qui est en fait vierge de civilisation, c'est le début du bon sauvage, il va en fait périr parce que même si on ne le détruit pas physiquement, il va se corrompre et il va connaître une évolution qui va être une perte. Et il y a là, je dirais, tout un discours sur le Nouveau Monde où, chez Bruegel, il y a davantage, et on le voit avec l'image de Saint-Michel, l'idée de la colonisation et de la colonisation armée au nom de la foi. Il y a un discours qui est là, un discours militant. Alors c'est cette partie basse qui est une sorte de cabinet de curiosité en folie, et par opposition, il y a le côté supérieur. Et vous avez ce soleil, ce ciel, qui est en fait le ciel du savoir, qui est aussi la chaleur, qui est la chaleur de la connaissance, qui vient en même temps expulser, et je pense qu'il y a un travail d'analogie entre l'expulsion des gaz corporels que vous avez à plusieurs reprises dans le tableau et l'idée de cette expulsion du ciel des anges rebelles, qui vont venir se donner dans ce traitement de glacis qui est extraordinairement moderne, picturalement parlant. Et vous avez vraiment deux tableaux fondamentalement différents à l'intérieur de la même peinture. Nous sommes 3 ans plus tard, et voilà un petit tableau peint par Bruegel l'Ancien, dont on connaît un nombre incroyable de variantes, il y en a plus de 100, qui représente un paysage d'hiver avec des patineurs et la trappe aux oiseaux. Alors d'abord, sur ce tableau, on a publié en 2019 sous la direction des conservateurs du musée et de Tine Megang et de Sabine Van Sprang en particulier, une étude exhaustive qui est un livre passionnant parce qu'il parle finalement très peu du sujet, le tableau en tant que tel, mais de tout ce que ce tableau peut incarner en termes de climatologie, d'histoire des mentalités, d'histoire des religions. On est dans une période où manifestement il y a une phase de glaciation, ce qui explique ce froid très intense, qui permet d'ailleurs de jouer sur les canaux, et vous voyez toute la vie qui se développe sur les canaux gelés, mais qui est en même temps aussi synonyme de disette. Et vous avez la partie jeu qui répond à la partie disette, où notamment, vous suivez la corde, vous avez des hommes qui essayent d'attraper des oiseaux simplement en utilisant la trappe, c'est-à-dire avec la ficelle, on va tirer sur le poteau et les oiseaux qui sont en dessous de la planche vont être écrasés. Autrement dit, on s'amuse, mais on a faim. Alors vous retrouvez le génie pictural de Bruegel dans la matérialité de l'œuvre, dans la présence de ce corbeau menaçant sur la branche. On est très proche dans le traitement des deux œuvres, mais vous avez là un tableau qui, et je résume très très vite, est à la fois l'expression de cette ouverture à l'infini du paysage, et c'est d'autant plus fort que le tableau est de petit format. Vous voyez l'arrière-plan, vous avez ce sentiment comme on peut l'avoir lorsqu'il fait extrêmement froid, et nous n'avons jamais connu des froids aussi intenses. Quand il fait extrêmement froid, ce paysage qui se donne dans une extension infinie, le village qui constitue pour Bruegel l'étendue sociale de l'humanité dans sa solidarité, et en même temps la double image du jeu et de la famine qui se joue. C'est probablement une des causes des guerres de religion. L'affaiblissement économique est un élément qui va conduire à une distanciation, à une rupture sociale entre ceux qui vivent confortablement et ceux qui ont faim, entre ceux qui profitent de la vie et ceux qui luttent pour survivre. C'est un phénomène assez intéressant. Si nos régions ont été si riches, si nos régions ont pu commencer à se développer économiquement au XIVe siècle, c'est bien parce que la Méditerranée, après les grandes pestes, les 2 siècles de peste
celles qu'on appelle justiniennes, au XIVe siècle, sont de nouveau frappées par la peste qui va épuiser le bassin méditerranéen, le vider de sa puissance économique qui va se transférer vers le nord. Ces éléments économiques sont souvent liés à des épidémies et à des endémies, et l'Europe a redécouvert ce genre de choses dans son actualité, mais c'est aussi ces conditions, ici des conditions climatiques, qui perturbent l'ordre social, perturbent l'ordre économique et débouchent sur des crises, ce qui explique la proximité aussi de ce paysage d'hiver avec patineurs et trappes aux oiseaux et la chute des anges rebelles, qui est aussi une prémonition des guerres de religion. On va aller vers un tableau très étrange, qui peut apparaître étrange aux visiteurs quand ils le regardent. Ils se demandent ce qu'il a, parce qu'on a le sentiment qu'on a affaire à une toile qui est posée sur un support fixe, et on voit que cette toile a beaucoup souffert sur ces points. Eh bien, c'est exactement le cas. C'est une peinture dont les pigments sont liés dans une solution aqueuse, dans le cas présent, avec du jaune d'œuf. Et ça va donner à cette peinture des effets qui sont des effets totalement différents. Évidemment, quand on est devant le tableau tel qu'il est aujourd'hui, on n'a plus la perception que Bruegel a dû en avoir lorsqu'il était confronté à sa propre œuvre, parce que l'œuvre a connu une évolution, elle a perdu de son intensité chromatique. Mais on est devant quelque chose de tout à fait caractéristique, c'est l'adoration des rois mages. Et les rois mages arrivent pour offrir leur présent à l'enfant Jésus dans cette étable de Bethléem. Alors ce qui est très intéressant et qui nous ramène un peu à la chute des anges rebelles, c'est que Bruegel reprend des éléments qui vont être des éléments qui lui permettent de situer l'épisode dans sa réalité historique et biblique. On a deux dromadaires et on a ce très bel éléphant qui probablement est une forme de dialogue avec celui de Dürer. Et on retrouve dans ce traitement, eh bien, en même temps, cette vision d'une humanité qui est représentée sous une forme d'un anonymat collectif. Vu à distance, on a une sorte de marée de petites têtes posées les unes à côté des autres, surmontant des corps tous traités dans une forme de monumentalité, et qui resserrent le regard du visiteur vers ce qui est l'action au centre, la représentation des trois rois mages qui sont là, plus Balthazar qui est en face, et qui viennent adorer l'enfant Jésus, Joseph se tenant en retrait. En même temps, quand on se rapproche, on se rend compte qu'on a affaire à une galerie de portraits où chaque individu a son intensification. Alors, on retrouve, comme dans d'autres œuvres, comme la montée au calvaire notamment, des types d'attitudes totalement différents. Il y a l'action, ce pourquoi on a peint l'œuvre, ce qui correspond à la commande, et puis on a des personnages qui n'en ont rien à faire et qui se promènent, qui ramènent des biens chez eux, qui font du commerce, qui discutent entre eux, des personnages qui vaquent à leurs occupations, qui regardent l'eau, qui de l'autre côté sont de l'autre côté du fleuve. Des personnages qui discutent entre eux sans avoir beaucoup d'intérêt pour la scène qui est représentée, certains qui essayent de voir, donc il y a des tas de petits croquis anecdotiques, et de nouveau, il y a des formes d'intercesseurs, des personnages qui de dos nous permettent à nous qui sommes de face du tableau, mais donc si on le regarde par derrière, pareil à lui, à rentrer dans la composition et à venir nous situer dans cette foule, puisque cette humanité, c'est la nôtre aussi. Et certains personnages nous regardent. Et ils nous regardent avec un geste qui est à la fois celui d'un portrait, qui se donne à voir, il se fixe pour notre mémoire, et ils nous parlent comme s'il y avait un dialogue entre nous, visant à commenter l'action qui est donnée. Ce tableau, qui est fort abîmé, qui est fort usé, comme s'il avait été trop regardé d'une certaine manière, garde quand même toute cette vivacité de la représentation du monde de Bruegel à travers cette collection de portraits qui, lorsqu'on s'éloigne, revient à une sorte d'humanité générale et générique. Alors je voudrais terminer cette visite de notre salle Bruegel par un tableau qui est aujourd'hui très controversé. Quand le visiteur vient, il va se rendre compte qu'il y a un point d'interrogation mis derrière Peter Bruegel. Alors c'est un débat, un vaste débat, qui grosso modo anime surtout les spécialistes, qui existent bien souvent en disant que ce tableau est de Bruegel ou qu'il n'est pas de Bruegel. Et la question ne m'intéresse pas. Ce que je peux reconnaître, c'est le génie qui se trouve dans cette œuvre. Il y a d'une part une sorte d'hommage à Joachim Patenir dans l'extension du panorama tel qu'il est présenté ici, avec cette représentation très belle d'ailleurs, de nouveau je retire mes lunettes, très belle d'une ville portuaire qui se donne ici à voir,
À l'époque, on est dans une vision où la Méditerranée est en proie encore à des épidémies de peste, à des guerres par rapport au barbaresque. Et donc, on est dans ce paysage qui a l'air un paysage tout à fait pacifique, mais néanmoins dans une zone qui est une zone de turbulence, puisqu'on sait qu'on est dans un épisode, on va le voir dans un instant, qui renvoie à la mythologie. Et donc, on a cette extension du paysage qui est unifié, dans lequel l'homme, la dimension humaine, n'est finalement plus qu'un détail. Et quand on regarde de très près, eh bien, on voit une voile, un petit bateau, des traces finalement de ce qu'est l'humanité dans cette extension du paysage sur lequel le soleil vient à se lever. La première partie du paysage, lui, exprime finalement ce basculement qu'on a vu tout à l'heure avec Jésus rendant visite à Marthe et à Marie, c'est ce basculement vers la peinture de Jean. C'est-à-dire que ce qui est l'action principale, généralement ce que le titre nous donne à lire, la chute d'Icare, eh bien, n'est plus ce que le peintre met en évidence dans la représentation. Et le peintre, d'ailleurs, ici, va très loin dans cette logique. On a un premier plan qui est probablement son véritable sujet, qui est cette scène de labourage sur laquelle on va revenir. Et puis, il nous induit un peu en erreur, puisqu'on a ce berger qui est accroché à son bâton avec son chien à côté de lui. De nouveau, quand on regarde les détails, la manière dont il est habillé, la manière dont le chien se tient à ses côtés, il est plus que probable que quelque part Bruegel a dû croquer une scène réelle. Et le regard du personnage eh bien, indique très clairement que quelque chose doit se passer là, en dehors du cadre. Ça, c'est quelque chose de fondamentalement moderne, parce que projeter une représentation hors du cadre, c'est quelque chose qui échappe à la conception holistique de la peinture à l'époque. C'est doublement moderne parce que c'est aussi un piège. Parce que si on fait attention, la chute d'Icare, elle est visible, mais elle est visible là, à travers ces deux jambes qui tombent dans l'eau et qui expriment la chute éprouvée d'Icare, et on voit encore quelques plumes qui volettent dans l'espace avant de tomber. De nouveau, l'humour de Bruegel est omniprésent, parce que manifestement, la chute du corps d'Icare dans l'eau perturbe singulièrement ce pêcheur, de nouveau, une forme de dos qui nous permet de nous associer et de nous identifier à un personnage dans l'action, ce pêcheur qui tient sa canne d'une main et qui essaye d'éviter les remous qui ont été donnés. On voit donc que dans ce tableau, ce qui est le sujet devient une sorte d'anecdote secondaire, poussée, alors non pas vers le fond, comme dans la tradition de la peinture de genre que l'on a vu tout à l'heure avec Beuquelard, mais bien sur le côté, de manière marginale. C'est un sujet à la marge. Le vrai sujet, en dehors de ces représentations de la vie quotidienne, c'est bien cette vision de ce laboureur qui pousse sa charrue qui, elle, est tirée par ce cheval qui est donné de 3/4 arrière dans une vision qui est une vision à la fois de raccourci perspective très fort. Hein, on a le regard qui plonge avec ce cheval dans une forme de descente et la manière très décorative dont ces sillons vont venir animer le paysage, cette terre qui est occupée à être tournée, mais en même temps la lame de la charrue qui plonge dans la terre renvoie évidemment à Icare, et le sacrifice d'Icare est porteur des germes, de promesses de germes, comme les graines que l'on va planter dans cette terre. Et il y a d'ailleurs les objets, les outils qui créent ce sentiment de focus sur ce détail du tableau. Et puis, ce rapport à la vie qui appelle immédiatement un rapport à la mort, avec la présence de la mort dans ce buisson, avec ce personnage qui est couché là sur le dos. C'est probablement un tableau qui a dû être commandé par un cercle d'érudits, qui a dû apprécier cette dimension très cachée qui est caractéristique de la peinture flamande de l'époque, parce que ça réduisait, indépendamment du cartel qu'on met dans le musée, ça réduisait le tableau à une sorte d'énigme. Parce que finalement, si vous n'avez pas le titre, si vous ne savez pas ce que c'est, comment interpréter ce qui est devant vous? Ce n'est pas évident. Et j'aime bien le mot évident parce qu'il est très visuel, c'est ce qui saute aux yeux, ce n'est pas évident et en même temps c'est extraordinairement puissant parce que ça ouvre une masse d'interrogations. Alors dans tous les tableaux qui sont là, si on me demandait quel est mon préféré, j'aime beaucoup le côté régressif de la chute des anges rebelles parce que cette notion de régression en histoire est intéressante. Mais je crois que j'ai une affection particulière pour celui-là, parce qu'il me semble que beaucoup de personnes ne l'aiment plus. Il a souvent été considéré comme le chef-d'œuvre du musée. Aujourd'hui, on le remet en question, et lorsqu'on le remet en question, surtout avec des examens de laboratoire qui sont aussi vivants que la médecine légale avec un corps sur une plaque de marbre, on perd finalement ce qui est la magie de cette représentation, qui est ce rapport
à l'instant pictural, qui est suspendu. Et je le vois suspendu à deux endroits. Évidemment, le corps qui tombe dans l'eau, ces plumes qui volettent, et cet oiseau qui est tenu en suspension et qui n'ira jamais plus loin que l'endroit où il est arrêté. C'est une image fixe qui en même temps a son propre déroulement temporel, ses propres actions, ses voiles qui permettent à ce bateau d'aller vers probablement un avenir. Il y a ce rapport qui est un rapport extraordinairement humain, mais c'est probablement la meilleure définition de Bruegel. C'est probablement le peintre le plus humain de la tradition des primitifs flamands. Eh bien voilà, j'espère que la visite de cette salle Bruegel vous a plu. C'est la deuxième collection au monde et nous sommes très fiers des joyaux qui ont été ici rassemblés, qui ont été des acquisitions ou comme le Tucklane, un achat fait par les Amis des musées. Et les Amis des musées sont toujours actifs et soutiennent toujours le musée dans ce sens-là. Vous avez vu aussi qu'il y a ce rapport entre l'image qui forme un tout, et ça c'est l'expérience quand on est devant le tableau, plus cette magie de cette peinture qui a traversé un demi-millénaire, mais en même temps vous avez vu qu'il y a un intérêt pour le regard à rentrer dans le tableau. Alors évidemment on n'autorise pas vraiment le visiteur à rentrer dans le tableau dans le musée, c'est pour ça que nous avons conçu une expérience immersive qui permet aussi de montrer le génie de Bruegel dans ce sens du détail. Je vous propose d'aller la voir avant de partir. Allons-y.